Pierre. Alors oui, c'est l'été, oui, il fait extrêmement chaud. Oui, vous rêvez de siroter une pina colada ou un jus de goyave, c'est selon. Oui, vous rêvez de vous dorer la pilule allongée sur une bouée flamant rose, les yeux mi-clos, le dernier Virginie Grimaldi posé délicatement sur votre poitrine, mais non. Ce n'est malheureusement pas ce que je vous propose ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre votre chapeau, votre fouet et votre plus bel outfit d'aventurier. Car je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'une des plus grandes cités abandonnées de notre ère, la cité de Teotihuacan. Mais bon, rien ne vous empêche d'emporter une pina colada. À part le bon goût, je veux dire. Alors ce sujet, c'est ma sœur Fanny, qui a vécu au Mexique. D'ailleurs, à l'époque, ma grand-mère disait « le Mexique ». Bref, c'est ma frangine qui m'a conseillé ce thème et j'ai pas été déçue. Alors, je m'y connaissais pas du tout en Teotihuacan. Pour être honnête, je savais même pas que ça existait. J'ai vraiment beaucoup galéré pour le prononcer correctement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Un petit peu comme Troie, la cité antique, Achille, Hélène, Agamemnon, tout ça, pas la ville dans l'aube. Vous savez, les andouillettes, François Barouin, maire depuis 95, non, rien à voir. Non, Troie, la ville puissante, dotée d'une forte influence sur son époque. Eh bien, Teotihuacan est aussi entourée de mystères, car ses habitants n'ont laissé aucune trace écrite. Elle laisse donc derrière elle pas mal de secrets et de questions auxquelles les archéologues n'ont pas fini de répondre. Un exemple de question ? Avec plaisir. Pourquoi dans les TGV y a-t-il des carrés de 4 sans table ? Pourquoi une cagnotte pour un monsieur qui a tué un enfant a-t-elle atteint 1,6 million ? Et enfin, où est donc passé Xavier Dupont de Ligoggo ? Voilà, ça c'est des questions auxquelles les archéologues n'ont pas encore répondu. Voilà. En tout cas, la cité de Teotihuacan a été découverte au XIVe siècle par les Aztèques. Elle est située dans la vallée de Mexico, donc Mexico-la-Vallée, au Mexique, le pays, à 40 km au nord-est de Mexico, la ville. Voilà, donc la vallée de Mexico, au Mexique, pas loin de Mexico, la ville. Pas facile à suivre. Bon, en tout cas, cette cité, elle était gigantesque et elle a disparu il y a 1400 ans. C'est d'ailleurs les Aztèques, qui étaient un peuple guerrier et avide de conquête, qu'on aimait d'ailleurs qualifier à l'époque de manière un peu ironique, évidemment, les Aztèques saignants, ou les Aztèques à point, P-O-I-N-G, en rapport avec la férocité envers l'adversaire. Excellent. Mais bref, en tout cas, ce sont les Aztèques qui ont baptisé cette cité. En fait, ils étaient subjugués par ce joyau archéologique et le fait que ce soit majestueux. Et donc, ils ont décidé d'appeler cet endroit Teotihuacan, ce qui veut dire en nahuatl, voilà, c'est la langue des Aztèques. Excusez-moi, j'ai pas tellement de notions sur la langue des Aztèques, mais en tout cas, donc en nahuatl, eh bien, ça veut dire la cité des dieux ou le lieu de naissance des dieux. En gros, ils étaient persuadés que c'était leurs ancêtres ou même les dieux eux-mêmes qui avaient construit la cité, tellement c'était beau. Le site de Teotihuacan s'étend donc sur plusieurs kilomètres et ce qui est complètement dingue, c'est que les édifices de Teotihuacan, les plus gros, eh bien ils sont bâtis selon l'orientation de 15 degrés 25 nord-est. Alors je sais pas exactement comment on dit les endroits où on doit être. Je regarde sur Google Trad et ils disent 15,25 degrés nord-est. Voilà, mais je ne sais pas moi comment on le prononce précisément. En tout cas, cette orientation des bâtiments, ça va devenir la marque de reconnaissance de Teotihuacan. Et quand je vous ai dit qu'il y a des édifices là-bas, je veux vraiment parler notamment de 3 pyramides monumentales et d'une allée qu'on appelle l'allée des morts. Voilà. Et tout ça, ça constitue le cœur religieux de Teotihuacan. Et je vais vous expliquer ça mieux, mais pour ça, on va remonter quelques siècles en arrière. Au commencement, il y a un volcan, le Popocatépetl. Franchement, je galère avec tous les mots depuis le début de cet épisode. En tout cas, le Popocatépetl, ça veut littéralement dire la montagne fumante. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie de faire un rapprochement entre le Popo et la montagne fumante ? Tout à fait. Vais-je le faire ? Non, car je vaux beaucoup mieux que ça. Sinon, vraiment, Popocatépetl, on dirait vraiment, moi j'ai l'impression que c'est une catapulte à caca. Situé dans la Sierra Nevada mexicaine, le Popocatépetl entre en éruption vers 200 avant Jésus-Christ et donc ravage toute la région et ça entraîne également la fuite de milliers de personnes. Celles-ci prennent donc la direction du nord et s'installent à Berck. Là, ils sont dégoûtés parce qu'ils ne comprennent rien, qu'il fait froid et qu'il pleut tout le temps. Mais bon, ils ont accepté un job dans la poste locale et... Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est bienvenue chez les ch'tis. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah !» Non, ils se posent dans une charmante vallée abritée, toujours au Mexique. Alors certes, ils ont tout perdu, mais bon, l'avantage de l'époque, c'est que matériellement, bon voilà, c'était encore très limité. Il n'y avait pas tout ce qui est écran plasma, cafetière à piston ou autre clic-clac. Mais ils sont guidés vers une terre fertile avec une nappe d'eau souterraine abondante et un climat doux et stable. Notez vraiment le truc de la nappe d'eau souterraine abondante parce que c'est hyper important. Cette arrivée en masse a considérablement accéléré la croissance de la ville qui ne comptait à l'époque que 2 gros villages et donc la possibilité de créer une nouvelle société.
Pour prouver leur vénération aux divinités, la cité elle est organisée de 3 pyramides et d'innombrables temples. Le but, c'est de s'attirer la clémence des dieux pour éviter tout nouvel écoulement de lave ou autre pluie de cendres qui, évidemment, n'arrange personne. Je veux dire, dans ce cas-là, autant aller à Berck. Que c'est convivial, tout le monde se connaît, tu fais « Oh, ça va Bilout ?» Ouais, toi Bilout, ça va ? Ouais. Et Bilout, comment tu vas ? Bah ça va, il sert mieux que Bilout, tant mieux pour Bilout et Bilout. La rue principale où les Teotihuacanos se rassemblent pour les différents rites, c'est un petit peu leur Champs-Élysées à eux, eh bien, elle a été baptisée par les Aztèques l'allée des morts, parce qu'ils pensaient que les monuments qui la longeaient étaient nombreux. Bon alors, c'est vrai que là, comme ça, à se dire « Oulala, une allée des morts, ça fait un peu flipper », bon, depuis Coco, le dessin animé, voilà, on sait que c'est très important de célébrer les morts au Mexique et que c'est pas ambiance macabre. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, señoritas y señores. Être parmi vous ce soir, que de joie, que alegría, car la musique est mon langage et le monde est mi familia. Car la musique est mon langage et le monde est mi familia. Enfin bon, on verra quand même plus tard que à Teotihuacan, il y a eu pas mal de sacrifices humains, mais bon, donc c'est quand même un peu macabre, mais pas aussi macabre que ce qu'on peut imaginer de macabre par l'allée des morts. Je suis claire ? Enfin si, c'est très macabre. Bon, vous me suivrez. Tout au nord de cette allée, la première pyramide à voir le jour, c'est la pyramide de la Lune. Et c'est assez marrant du coup que celle qui voit le jour, ce soit la pyramide de la Lune. Le jour et la Lune. Allez. Au départ, cet édifice, modeste, de forme carrée, mesure à sa base 23,50 mètres. Elle est donc construite en 7 phases, jusqu'à environ 400 après Jésus-Christ, pour atteindre 89 mètres à la base et 46 mètres de haut. Donc vraiment, quand je vous ai dit que c'était modeste, on est vraiment sur du modeste, quoi. C'est aussi modeste que Jean-Claude Van Damme, je dirais. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils savent pas. Au sud, on trouve la pyramide du Soleil qui a été construite entre le 1er et le 2e siècle. Elle, c'est la plus grande, elle mesure près de 65 mètres de haut et ça en fait donc une des plus hautes pyramides du monde. Alors, contrairement à la pyramide de la Lune, elle est bâtie en une seule fois et ce qui la compose, en fait, c'est des monticules d'argile qui sont mélangés à de l'eau avec un peu de paille. En plus de ça, il y a un revêtement de pierre volcanique et de ciment et ça lui donne sa forme. Bref. Sur les 260 marches d'origine en pierre taillée, il n'en reste aujourd'hui que 238. Et 238 marches, on va pas se mentir, ça en fait quand même pas mal quand tu dois monter les courses chez toi. Voilà, t'as pas intérêt d'avoir oublié d'acheter une baguette. Bon, après, ils étaient pas très baguettes, je crois. Les Teotihuacanos, là. Enfin, pas très baguettes. Ils avaient quand même un attachement certain aux traditions. Oui, baguette. Bisous. Au sommet de la pyramide, au-delà de la vue sur la vallée qui est absolument splendide, il y avait de nombreux rites du feu qui étaient célébrés lors de grands événements calendaires, mais aussi on s'en servait pour introniser les nouveaux dirigeants. D'ailleurs, aujourd'hui, on ignore si c'est un souverain qui dirigeait ou si c'était en gros le chef des prêtres. Au début des années 70, il y a des fouilles qui permettent de découvrir un tunnel sous la pyramide, et en fait, au bout de celui-ci, on a trouvé une chambre en forme de trèfle qui était scellée sous des tonnes de pierres. Mais le tunnel, il est vide parce qu'il a probablement été pillé il y a des centaines d'années. Bref. À l'extrémité de l'allée des morts, qui fait quand même 4 km de long et qui n'avait pas de trottinette en libre service, eh bien, il y a une pyramide plus petite qui se dresse au sein d'un ensemble architectural qu'on appelle citadelle. Cette pyramide, c'est un temple qui a été érigé pour honorer un nouveau dieu, c'est le dieu Quetzalcoatl, voilà. Ou le serpent à plumes, qui est quand même beaucoup plus facile à dire, serpent à plumes. Donc en tout cas, c'est un nouveau départ, donc une nouvelle divinité. Pour eux, ce dieu, c'est le créateur du monde. Alors après, pourquoi ils l'ont appelé le serpent à plumes ? Ça, je sais pas, peut-être c'était un serpent qui faisait du cabaret à la base, genre au Crazy Snake, ou un truc dans le genre. Bref, en attendant, ce sont les Teotihuacanos qui sont à l'origine du culte de cette divinité, qui deviendra par la suite très importante en Mésoamérique, chez les Aztèques et les Mayas notamment. Et oui, je sais, j'ai dit Mésoamérique comme si c'était un mot normal, mais en vrai, je savais pas ce que c'était, du coup, voilà, je vous fais un petit coup de Wikipédia. La Mésoamérique est une super aire culturelle de l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels communs avant la colonisation espagnole de l'Amérique. Voilà, avant Christophe Colomb, quoi. Construite vers l'an 200, la pyramide du serpent à plumes est plus petite que celle du Soleil, mais beaucoup plus complexe dans sa conception.
Elle est composée de 7 niveaux distincts reliés par des murs épais. Et ça permettait de supporter le poids de 400 têtes sculptées qui ornaient l'extérieur à l'origine. En fait, si vous voulez, c'était une sorte de Notre-Dame de Paris locale, quoi. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. C'était vraiment un travail phénoménal d'une très très grande précision. Surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient que des outils rudimentaires et ils connaissaient pas la roue. Vraiment, ils portaient tout à la force de leurs bras. En gros, contrairement à Jean-Claude Duss, eux, ils ont tout misé sur leur physique. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il a fallu 200 ans et environ 8 générations pour ériger la cité et les pyramides. En plus, pour ça, ils étaient payés que dalle. Leur principale motivation, c'était la foi. Voilà, construire ces édifices, c'est une façon de servir les dieux, si vous voulez. En 2003, alors que le groupe Tragédie sortait son single EO, eh bien, l'archéologue mexicain Sergio Gómez Chávez découvre un puits à une 50aine de mètres de la pyramide de Quetzalcoatl. On n'a pas tous la même destinée, il y en a qui font des disques d'or, il y en a d'autres qui trouvent des puits à côté de pyramides. Voilà. Alors lui, après 14 mètres de descente, il met enfin pied à terre et il tombe sur un souterrain. Il y découvre des traces d'outils en pierre sur des parois et ça lui permet de déterminer que tout ça a été creusé par l'homme. Après avoir fait tomber les murs qui barraient l'accès au tunnel, Sergio et son équipe découvrent des parois enduites de pyrite moulu. Alors, pyrite moulu, on dirait une maladie, genre sexuellement transmissible, mais non, en fait, c'est un minéral doré aux éclats métalliques qui, éclairé à la lumière des torches, rappelle un peu le cosmos étoilé. Ça doit être trop beau. Bref, ils exhument plus de 100 000 objets différents en très très bon état, beaucoup en pierre de jade ou en obsidienne, qui n'est pas une façon pour les dyslexiques de dire opticienne, mais en gros, a priori, tous ces objets, c'était des offrandes aux dieux. Mais contrairement aux pyramides d'Égypte, ici, à côté, on ne trouve pas de sépulture ni de momies. Après avoir marché dedans 120 mètres à peu près, le tunnel débouche sur une chambre disposée en trèfle, et ça s'interrompt. L'emplacement de cette chambre correspond parfaitement avec l'axe vertical de la pyramide du serpent à plumes. Et ce qui est fou, c'est que les archéologues ne comprennent toujours pas comment ils ont fait pour trouver le putain de même angle tout le temps. Je veux dire, les mecs, ils avaient pas de boussole ni de téléphone pour se repérer. Je veux dire, quand je vois qu'aujourd'hui on peut plus avancer sans Citymapper ou Waze, comme dirait ma mère, eh bien, j'avoue, ça me laisse un peu pantoise. Comme Sergi. Sergi Pontoise. Excellent. Les traces noires sur la paroi laissent penser que la chambre était en fait un lac souterrain sacré qui symbolisait la source originelle, l'inframonde. Alors, l'inframonde, ça veut dire monde souterrain, mais là, c'était genre un monde souterrain humide, je sais pas. Dans la vision du monde mésoaméricaine, le cosmos a 3 niveaux. Il y a l'inframonde, le monde physique et le monde céleste, interconnectés. L'inframonde, donc le monde souterrain, eh bien, a une importance particulière parce que c'est là que la vie se crée. D'où l'eau dans la chambre pour recréer l'inframonde et le pyrite pour reproduire le ciel étoilé. De nombreuses offrandes étaient ainsi plongées par les prêtres, mais aussi par des prêtresses, dans ce lac en signe de gratitude envers Quetzalcoatl. Les prêtresses représentent le lien avec les divinités féminines, toujours centrales dans les mythes de fondation. On n'a trouvé aucune image de souverain sur place. En revanche, on a trouvé énormément de représentations de prêtres. En fait, en gros, les prêtres, c'était vraiment les boss à Teotihuacan, parce que ce sont eux qui étaient en contact direct avec Dieu. Je veux dire, il y avait que eux qui connaissaient vraiment la volonté des puissances occultes, et il y avait que eux qui pouvaient donc ordonner la marche à suivre à la population. La religion, ça avait donc un rôle central pour diriger la société et garantir la cohésion de cette société. Et tout ça, toute cette belle cohésion, eh bien, ça passait par des sacrifices. D'êtres vivants, hein, oui, charmant. Mais c'est pas... En fait, afin de solliciter la bienveillance des dieux, les DM n'existant pas encore, eh bien, les prêtres en étaient réduits à sacrifier des animaux, qui étaient des rapaces ou des prédateurs pour beaucoup, mais également donc des humains. Voilà. Il y a les ossements qui ont été retrouvés dans les fondations de la pyramide de la Lune, et ces ossements en fait montraient que les humains avaient les mains attachées dans le dos. Voilà, ils n'étaient pas fans de l'idée d'être sacrifiés visiblement, et ils ont donc été très certainement emmurés vivants dès le début du chantier pour consacrer la future construction. Voilà, on parlait tout à l'heure d'ailleurs justement du pont de Ligonnès, mais si ça se trouve, lui ce qu'il voulait faire c'était juste consacrer sa terrasse. Yes. En gros, si la personne qui était sacrifiée jouissait d'une bonne réputation dans la cité, eh ben c'était trop cool, c'était genre une offrande de premier ordre. En gros, le prêtre te disait « Hey, t'aimes les bounties ?
Non, pardon, je me trompe d'époque. Non, en gros, il disait, toi, là, viens voir. Non, mais t'es vraiment un mec super, toi. T'es sympa, t'as de l'argent, tu te la racontes pas, t'as une femme que tu respectes, t'as des enfants qui sont bien élevés, allez, hop, 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 dans le mur. Ah bah ouais, je suis désolé, mon frérot, mais t'as été trop cool aussi. En gros, plus Laurent était élevé, plus sa vie avait de la valeur. Un guerrier au nombre fait d'armes, par exemple, eh bien ça, c'était 5 étoiles sur le Deliveroo du mal. Ou Uber Eats. Wow. On a retrouvé pas moins de 200 squelettes dans la pyramide Quetzalcoatl. On a retrouvé 37 squelettes dans celle de la Lune, et visiblement, même après les constructions, eh bien, les sacrifices ont continué. À partir du IIIe siècle, la communauté s'agrandit et des quartiers résidentiels viennent compléter le centre religieux. Ils sont très organisés et eux aussi sont alignés comme des pyramides, avec une orientation à 15 degrés 25 nord-est. Chaque bâtiment, fait de pierres volcaniques recouvertes de mortier, abrite entre 40 et 60 personnes qui vivent en communauté. Des espèces de grosses colocs, quoi. À l'intérieur, on retrouve des cours lumineuses agrémentées d'hôtels. Alors pas les hôtels genre Formule 1, mais un hôtel dans une église, quoi, un hôtel, quoi. Bref. Il y a aussi des temples privatifs, des petits cimetières. Et dans les appartements, il y avait une cuisine, des chambres à coucher, un espace de stockage, un endroit pour entreposer les déchets. Tout était hyper bien organisé. Voilà, c'était clairement le début des résidences et des zones pavillonnaires. Le cœur de la cité était vraiment réservé aux prêtres et aux soldats, qui étaient donc l'élite de la société à l'époque. Et autour, eh bien, il y avait les quartiers des différents artisans. La ville était multiethnique et comprenait des populations venues de toute la région. Et il y avait certains quartiers en périphérie de la ville qui hébergeaient des groupes venus de régions plus lointaines. Alors Oaxaca, Michoacán, le Côte du Golfe ou région Maya. Oui, donc en gros, voilà, mettre des immigrés en périphérie de la ville, voilà, c'est pas nouveau visiblement. Il y a eu jusqu'à 250 000 habitants à Teotihuacan, espacés sur 39 km². En gros, si vous voulez, 250 000 habitants, c'est l'île intramuros, quoi, c'est énorme. Énorme! Mais si Teotihuacan a du succès, c'est notamment grâce au commerce. En effet, idéalement placée entre les différentes régions de minéraux, de pierres, de résines ou de plumes, eh bien, elle est devenue la plaque tournante de l'économie d'une grande partie de la Mésoamérique et ça a attiré des visiteurs de tout le continent. Ce qui a beaucoup attiré les gens aussi, c'était ces carrières d'obsidienne, donc qui était une pierre volcanique vitreuse aux éclats vert doré, qui était utilisée pour faire des outils et des armes, parce que cette civilisation, il faut savoir qu'elle savait pas forger le métal. Bon, après, il leur faut bien quelques petites faiblesses aussi. Je fais la maline, mais moi non plus, je sais pas forger le métal, excusez-moi. L'obsidienne, c'est malgré tout la pierre naturelle la plus tranchante qui existe, et genre, elle découpe le cuir comme du beurre. Cette matière première était exportée au nord jusqu'à l'actuel Arizona et au sud jusqu'à la péninsule du Yucatan, du Guatemala et à Belize. Je n'ai aucune idée précisément de où ça se place sur la carte, mais j'ai déjà entendu tous ces mots, je vous assure. En tout cas, ce vaste réseau commercial a fait la fortune des Teotihuacanos. Et comme c'est aussi une matière qui était très friable, donc qui s'abîmait, quoi, la demande était constante. La particularité de la cité, c'est aussi qu'elle n'est ni fortifiée ni construite en hauteur. Elle est complètement exposée en plein cœur d'une vallée. Donc oui, potentiellement attaquable. Mais comme la ville est bien plus vaste que celle de l'époque et qu'elle possède une armée invincible, eh bien sa supériorité est incontestable. Mais elle dérange. Un peu comme Beyoncé. Mais la queen, c'est la queen. N'en déplaise à tous les rageux. Bon, les Mayas aussi, bon vraiment, clairement, c'était des haters. Donc les Mayas, c'était un peuple guerrier qui avait une réputation féroce, qui vivait, eux, dans des cités-états. Et leur principal centre urbain, eh bien, c'était à Tikal, donc qui est au Guatemala aujourd'hui. Et contrairement aux Teotihuacanos, eh bien, les Mayas, eux, ils avaient un roi. Le 15 janvier 378, le roi des Mayas est tué par des guerriers venus de l'ouest, comme par hasard. Alors, les Teotihuacans ne sont pas nommés explicitement, mais ça fait clairement aucun doute que ce sont eux qui ont fait le coup. Le nouveau roi, dit Crocodile Vert, que nous appellerons sobrement nous-mêmes Lacoste, est donc installé sur le trône par les envahisseurs en l'an 379. Il est représenté avec le costume Teotihuacan, qui est donc une parure de tête typique, donc c'est une tête de crocodile quoi, un collier de coquillage autour du cou, comme les surfeurs un peu ringards dans les années 90, un bouclier carré dans une main et un propulseur de lance dans l'autre. Et là vous allez me dire, Marine, qu'est-ce que c'est qu'un propulseur de lance ? Merci pour cette question. Et ben en fait, le propulseur, c'est une sorte de petit bâton dans lequel est coincée la lance qui permet de la lancer avec beaucoup plus de force. Et donc à ce moment-là, la force de pénétration, eh bien, elle est doublée. Si vous voulez, c'est un petit peu les Rocco Siffredi de l'époque. Et en tout cas, ces propulseurs, eh bien, c'est l'attribut des guerriers de Teotihuacanos par excellence.
Ce sont les seuls dans la région à disposer de propulseurs et ça leur garantit une supériorité sur le champ de bataille. Ils pouvaient vraiment projeter une lance à 100 mètres avec un propulseur, c'était un truc de ouf. Assez rapidement, les Mayas adoptent aussi le dieu du serpent à plumes, créateur de la Terre, et ils en font leur divinité principale, lui consacrant donc de nombreux temples et lieux de culte. À son apogée et jusqu'au milieu du 5e siècle, Teotihuacan étend sa suprématie jusqu'à l'actuel Honduras au sud et jusqu'aux États-Unis au nord. C'est un mélange de pouvoir, de connaissances et de richesses. En fait, il n'y a eu que l'Empire romain qui a été plus vaste que lui dans l'Antiquité. L'âge d'or, il a duré environ 3 siècles, et puis la cité a périclité presque du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça s'est arrêté, quoi. C'est un peu comme les boys bands, le phénomène il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Il y a plusieurs événements au début du 6e siècle qui sont potentiellement responsables du déclin de Teotihuacan. Par exemple, il y aurait eu des longues périodes de froid qui ont donc réduit les récoltes, il y aurait aussi eu l'éruption d'un volcan, l'Ilopango, c'est le nom du volcan. Et donc en fait ça a fait des pluies de cendres qui ont détruit les cultures, un peu comme ce qu'on a vu dans l'épisode sur Pompéi, par exemple. En tout cas, à la suite de ça, il y a eu une terrible famine et il y a eu un véritable fossé entre l'élite et les pauvres qui s'est creusé parce que les pauvres souffraient de malnutrition, d'infection et donc de mort précoce. Et alors, il s'est passé à l'époque un truc un peu fou qui ressemble un peu à ce qui se passe en ce moment, c'est que les ouvriers, les pauvres et les opprimés, ils se sont rebellés et ils ont organisé une révolte sociale contre les élites qui étaient tenues pour responsables. Et s'ils étaient tenus pour responsables, c'est parce que leur rôle, à la fois religieux et politique, c'était de maintenir l'équilibre du monde et la prospérité de la cité. Le centre de la cité a été incendié de manière très ciblée et vers l'an 650, la cité a perdu tout contrôle politique et elle a donc commencé à tomber dans l'oubli. Aucune autre cité de l'Antiquité n'a atteint des dimensions aussi monumentales en un temps aussi court. Elle a réussi à faire cohabiter plus de 200 000 personnes d'origines diverses et qui ne parlaient donc pas la même langue. Elle a fusionné la religion, l'économie et la politique en une seule civilisation dynamique, c'était vraiment un truc incroyable pour l'époque. Si jamais ça vous a donné envie d'aller visiter, c'est possible, on peut y aller, ma sœur y a été plusieurs fois, on peut aller fouiller les vestiges de Teotihuacan, mais sachez seulement que 1/5 du site a été exploré à ce jour. Il doit donc encore y avoir énormément de secrets à découvrir. Et c'est quand même assez excitant. En tout cas, voilà, ça c'était Teotihuacan, mais en vulgaire. Teotihuacan, ce qui veut dire en nahuatl, voilà, en nahuatl, le Popocatépetl. Franchement, je galère avec tous les mots depuis le début de cet épisode. En tout cas, le Popocatépetl, c'est ça. Eh bien, je refais. En tout cas, le Popocatépetl, la rue principale où les La rue principale où les Teotihuacanos, tout simplement c'est le nom. Voilà. La rue principale où les Teotihuacanos, voilà, Teotihuacanos. La rue principale où les Teotihuacanos, c'est vraiment un très dur épisode pour moi en termes d'articulation. Bref, en tout cas, les Teotihuacanos, c'est le nom des habitants. C'est le dieu Quetzalcoatl, voilà. Ou le serpent à plumes, qui est quand même beaucoup plus facile à dire, serpent à plumes. Bref, en attendant, ce sont les Teotihuacanos. Une 50aine de mètres de la pyramide de Quetzalcoatl. Voilà. Et qui n'est pas une façon pour les dyslexiques de dire opticienne, étude envers Quetzalcoatl. Et c'est comme quoi on disait de lui. Voilà, comme quoi on parlait dans la pyramide Quetzalcoatl. 37 dans cette. On a trouvé 37 corps on a retrouvé 37 squelettes dans celle de la Lune, faits de pierres volcaniques revives en communauté. C'était des espèces de grosses colloques, quoi. Oaxaca, Michoacán, Côte du Golfe le Côte du Golfe ou région Maya. Oui, voilà, chez eux aussi, les immigrés étaient, chez eux aussi, les étrangers. Alors, oui, chez eux aussi, les immigrés, on les casait en périphérie de la ville. Oui, donc en gros, voilà, mettre des immigrés en périphérie de la ville, voilà, c'est pas nouveau, visiblement. A fait la fortune des Teotihuacanos. Et en hauteur. Elle est complètement exposée en plein cœur. Bon, il y a notamment les Mayas les Mayas aussi, vraiment, clairement, c'était des haters. Propulseur de l'antre et un propulseur de lance dans l'autre. Et il lui consacre jusqu'à l'actuel Honduras au sud, jusqu'à l'actuel Honduras au sud et jusqu'aux États-Unis au nord. Ça, du déclin des Teotihuacan. Du déclin de Teotihuacan. Et fouiller les vestiges de Teotihuacan.
Cet épisode a été écrit par Quentin Thiriot. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.